Alors, il est 58, on va attendre quelques minutes. Salut Sacha. Hop là. N'hésitez pas, vous allez voir, je vais le repréciser que là, il y aura un peu plus de monde, mais à nous poser des questions sur le chat. Le but, c'est que ce soit vraiment le plus interactif possible. Donc vraiment, n'hésitez pas à commenter, à poser des questions. Bonjour Ludo. Ça sera encore plus interactif et c'est le but justement de ce webinaire. Est-ce que dans le chat, vous pouvez nous dire déjà si vous nous entendez bien, si l'image est de qualité? Est-ce que tout est OK pour vous? Top, OK, excellent. Parfait. Parfait. Bon, on compte sur toi, Sacha. Hello, FB. Parfait, trop cool, Sacha. Ah, FB, c'est Frédéric, bonjour. Bon, il est midi pile, on va se laisser encore une minute, voir s'il y a encore des retardataires et après on va commencer. Bonjour Christophe. Bonjour à tous, bonjour. Bonjour Coralie. Bonjour Christine. Et bonjour Tania. Bonjour à tous. Vous étiez, pour info, plus de 200 inscrits. Donc merci déjà d'être tous présents. C'est vraiment super et j'espère que cette heure va vous apporter aussi beaucoup. Ce que je disais là il y a quelques secondes, le but c'est que ce soit le plus interactif possible. Donc n'hésitez pas à nous poser toutes vos questions. On y répondra avec grand plaisir. Et même au fil de l'eau de la présentation. N'attendez pas la fin. Le but c'est que ce soit un échange. Bonjour Inès, bonjour Claire. Allez, il est midi 2. Je vous propose de commencer. Il y a Valentin qui arrive, qui est derrière notre directeur commercial. On ne va pas vous faire attendre plus longtemps. Voilà. On parle souvent du quart d'heure de retard toulousain. On va vous montrer que c'est juste une légende. Eh bien, merci d'être avec nous aujourd'hui pour ce webinaire. Donc, je m'appelle Guillaume Blanc, je suis le CEO de Merci Anis et je suis accompagné du reste de notre équipe commerciale. Donc, vous avez à mes côtés Valentin Ferrieux qui est notre directeur commercial. Bonjour. Tanguy Munch, responsable des projets avec les acteurs de l'environnement de travail. Bonjour à tous. Et Océane Cooks, responsable de tous les projets autour de la propreté connectée. Bonjour à tous. Alors, on organise un webinaire une fois par an et je préfère mettre les pieds dans le plat de suite. Aujourd'hui, on ne va pas vous parler de l'IoT au sens général, mais on va vous parler de ce qu'on maîtrise le mieux, c'est-à-dire de Merci Anis et des projets qu'on a lancés avec nos clients. Pour ça, on a pris une thématique qui est une journée pour connecter le bâtiment et améliorer le confort des occupants. On a à cœur de tordre le cou à pas mal d'idées reçues, comme quoi connecter son bâtiment, c'est quelque chose qui serait long, qui serait chronophage, cher et possible que sur des nouveaux bâtiments. Donc, vous allez voir qu'avec nos cas clients, c'est l'inverse. Et tu peux... Ah, on a un petit souci technique. C'est à toi de changer la presse ou c'est à moi? C'est à toi. Ok. Hop, tu peux faire agrandir cette fenêtre pour tout le monde, je pense. Voilà. Et là, on devrait pouvoir tourner les slides. Voilà. Ok, parfait, super. Du coup, ce que je vous disais, c'est que cette présentation, on va l'articuler autour de deux sujets.
Le premier, c'est faciliter votre quotidien en vous faisant gagner du temps. Pourquoi? Parce que il y a pas mal de tâches aujourd'hui qui sont chronophages. Le but, ça va être de les supprimer pour vous permettre justement d'utiliser ce temps sur des missions à forte valeur ajoutée. Le deuxième élément, c'est améliorer le confort de vos collaborateurs. Ça, c'est quelque chose qui est devenu super important avec le Covid, puisqu'on voit que les employés ont découvert qu'ils pouvaient travailler depuis chez eux. Ils peuvent faire du télétravail. On voit aussi que dans un même temps, les entreprises ont envie de faire revenir les collaborateurs au bureau parce qu'il y a des choses qui se passent que quand on est ensemble, notamment en termes de création, de création de liens. Pour ça, un des éléments de réponse, en fait, ça va être de créer un parcours collaborateur, une expérience collaborateur. Et avec Merci à Nice, on a la conviction qu'une des solutions, ça passe par des bâtiments connectés, donc du smart building. Plus qu'une conviction personnelle, on l'a aussi vu il y a quelques semaines sur LinkedIn, c'est un sondage IFOP qui est sorti qui montrait qu'en 2017, le bâtiment, c'était un critère de choix pour 30% des collaborateurs au moment de rejoindre une entreprise. En 2021, ce pourcentage, il est passé à plus de 60% et il est encore en train d'augmenter. Donc, on voit que c'est un vrai sujet pour les entreprises et on imagine que c'est le cas pour vous aussi qui êtes sur le chat. Donc, pour commencer et parler de faciliter votre quotidien en faisant gagner du temps, c'est Valentin qui va prendre la suite de la présentation. Déjà 3 ans. 3 ans qu'on échange, qu'on partage avec les directions de l'environnement de travail. Et en fait, on a le même constat, on a eu le même constat auprès de tout le monde, c'est que vous perdez du temps sur des tâches. Aujourd'hui, vous jouez principalement le rôle de pompier parce que vous êtes happé par votre quotidien et du coup, vous êtes souvent dans la réaction face aux problématiques de vos bâtiments. C'est pour cela que nous développons, en fait, chez Merci Yanis, la solution qui permet d'optimiser le processus de gestion des demandes, de la détection avec des canaux intuitifs et on voit qu'on a perdu le son. Ouais. Est-ce qu'il y a que Christine Est-ce qui a que perdu vous le son? entendez? Ah mince. On a perdu le son. Non, c'est bon. C'est bon pour non, c'est OK. tout le monde. Ça Super. fonctionne. Bon, ça fonctionne. On va continuer. Alors peut-être que... Ok, bon, on continue comme ça. Du coup, je disais, sur la partie détection, en fait, on va apporter des canaux intuitifs, mais aussi on va venir automatiser la détection des incidents jusqu'à la résolution, où là, on va venir fluidifier cette communication, que ce soit avec vos techniciens internes ou carrément avec vos prestataires externes. Ce temps-là et cette optimisation, on vient de l'axer sur les 3 piliers fondamentaux qui sont les services aux collaborateurs, la sécurité et la maintenance de vos bâtiments et bien entendu le dernier pilier qui est la propreté, notamment avec la traçabilité. Pour aborder cette première partie, on va dire, on l'a séparé en 3 points. Dans un premier temps, on va vous présenter tout ce qui est détection automatique des anomalies, ensuite la relation avec vos collaborateurs et pour terminer, le pilotage de la résolution. Alors, pour ne pas avoir à jouer le rôle de pompier, le mieux, c'est quand même d'éviter l'incendie, c'est-à-dire de détecter les incidents avant qu'ils ne génèrent des dégâts ou de l'inconfort. C'est précisément la mission qu'EDF nous a confiée sur la gestion des groupes froids, donc des climatisations. Qu'est-ce qui se passait? En gros, EDF, ils avaient des climatisations qui tombaient en panne régulièrement. Déjà, premier sujet, c'est que légalement, ils doivent avoir une traçabilité de toutes ces pannes parce que c'est une obligation justement légale, parce que ça peut générer des pertes de fluide. Deuxième sujet, c'est qu'entre l'apparition de l'incident et sa résolution, il y avait vraiment pas mal de latence parce qu'il fallait que les collaborateurs s'en rendent compte, qu'ils remontent l'info à l'équipe de l'immobilier, qui transfèrent la demande à Dalkia. Grâce à ce capteur, tout ce problème est réglé. C'est un capteur de contact sec. C'est un drôle de nom, mais le fonctionnement est très simple. Il va détecter tout changement d'état. Est-ce que ma climatisation fonctionne ou est-ce qu'elle est en panne? Et donc, dorénavant, dès qu'une clim tombe en panne, 10 secondes après, on a l'information sur Merci à Nice. Donc, le premier sujet, il est réglé. La traçabilité, elle est accessible sur notre plateforme. Deuxième élément, c'est que l'alerte, elle est envoyée instantanément à Dalkia, soit par SMS, soit par email en fonction de la journée, pour qu'il puisse régler les incidents plus rapidement. Ce capteur, même s'il a un drôle de nom, il est simple à déployer. Imaginez, en fait, derrière vos télés, vous avez une sortie HDMI où on vient plugger nos câbles. Derrière des équipements, vous avez soit une sortie dans laquelle on peut venir installer et plugger ce type de capteur.
Et on peut prendre un second exemple qui est le cas de l'IoT Valley. Du coup, l'IoT Valley, ce sont les locaux où on se trouve actuellement, où sont nos locaux, et on travaille avec eux sur la détection des risques d'intrusion. Donc, le principe, il est simple. On est sur des locaux en rez-de-chaussée, sans gardien, et ça reste à l'occupant, en fait, de penser à fermer les fenêtres lorsqu'ils partent du boulot. Et il y a eu des ratés. Donc, pour justement prévenir ces risques d'intrusion, on vient placer ce type d'objet connecté directement sur les fenêtres pour justement savoir à une heure souhaitée si les fenêtres sont bien toutes fermées dans le bâtiment. Par exemple, l'office manager, jusqu'à maintenant, il devait faire des rondes de sécurité d'une trentaine de minutes tous les jours pour pouvoir vérifier chacune de ses fenêtres à 19h. Aujourd'hui, il reçoit des alertes automatiques en disant que telle fenêtre à tel endroit est bien ouverte. Ce qui fait qu'on est sur des économies de près de 10 heures par mois, sans compter les risques évités. Donc au final, avec Guillaume, on vient de vous présenter 2 cas très précis, avec des capteurs précis, mais on a plusieurs autres capteurs qui sont intégrés à la plateforme. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à réagir dans le chat si jamais vous êtes en recherche d'un capteur en particulier, si vous voulez qu'on discute autour d'une thématique en particulier par la suite. Mais en tout cas, on voit vite en fait que les idées reçues que l'on peut avoir liées à ce que ces solutions soient difficiles à mettre en place, ce n'est pas forcément le cas puisqu'il n'y a pas de câble à tirer, ce sont des capteurs directement à installer. Le retour sur investissement se ressent assez rapidement, que ce soit en termes de sécurité ou en termes d'économie, de coûts ou de temps. Donc au final, et là c'est le thème de notre webinaire, notre vision c'est de connecter les bâtiments, mais notre but c'est pas non plus de venir les blinder de capteurs. Et pour cela, on compte notamment sur l'intelligence collective et faire participer les occupants à l'entretien des locaux. Et je laisse la parole du coup à Tanguy sur ce thème-là. Tout à fait. Donc, Valentin en a parlé. L'un des enjeux majeurs de votre métier, c'est la détection des incidents. Ça peut se faire d'une part grâce aux capteurs qu'Océane et Guillaume viennent de vous présenter, mais ça va surtout passer par les collaborateurs. Pourquoi? Parce que ce sont les collaborateurs qui vivent le bâtiment, ce sont les collaborateurs qui sont au contact des incidents et qui vivent ces incidents au plus près. Mais il est difficile pour vos collaborateurs aujourd'hui de remonter des incidents. Alors, vous me direz, vous avez déjà des outils, il existe des outils, ils sont déjà probablement en place dans vos structures, mais il y a plusieurs problèmes avec ces outils. Le premier, c'est qu'on doit souvent installer des applications pour déclarer les incidents, et aujourd'hui, on a des applications pour tout, mais ça devient un peu intrusif en termes d'expérience collaborateur. Une grande partie de vos collaborateurs soit ne veulent pas installer des applications pour le domaine professionnel, soit ne le font tout simplement pas et donc ils n'ont pas les outils pour déclarer les incidents. Le deuxième problème, c'est que ces outils sont un peu des usines à gaz et du coup, ça va parfois prendre plusieurs minutes à déclarer un incident, si bien qu'il peut y avoir, au lieu de déclarer l'incident tout de suite, il peut y avoir un incident qui va être suivi par 15, 20, 30 collaborateurs avant qu'il y ait un courageux qui mettent les mains dans le plat et les pieds dans le plat, pardon, et qui se mettent à déclarer l'incident avec l'outil en question. La conséquence, la répercussion, elle est simple, c'est que les incidents ne sont pas déclarés tout de suite et vous, de votre côté, vous ne récupérez pas l'information instantanément. Donc, la solution qu'on a mis en place chez Merci à Nice permet en fait de simplifier tout ce processus de déclaration des incidents et de réalisation des demandes. Donc, 2 solutions. Déjà, on intègre ce processus de déclaration d'incident directement dans vos processus métiers, dans les outils que vos collaborateurs utilisent au quotidien. Donc là, on voit sur la présentation Slack et Teams, on a mis en place des chatbots sur ces outils pour que les collaborateurs puissent créer des demandes directement depuis ces outils-là. Et le deuxième moyen, c'est de multiplier en fait les points de contact au cœur de votre bâtiment. Donc là, on peut prendre l'exemple du QR code. L'idée, c'est de placer ces QR codes un peu partout dans des endroits stratégiques de votre bâtiment pour que les collaborateurs puissent remonter des demandes directement depuis ces espaces et permettre en fait à l'entreprise de se reconnecter à ses collaborateurs. Attendez, on va vous poser une petite question. Hop là. C'est précisément d'ailleurs ce qu'on a fait avec Médiamétrie. Donc avec Médiamétrie, on a déployé notre chatbot donc, sur Microsoft Teams qui permet à n'importe quel collaborateur de faire une demande directement depuis son outil. Donc là, vous devez voir déjà l'avantage côté environnement de travail, c'est que vous n'allez plus avoir à perdre de temps à trier tous les mails à y répondre. Tout est centralisé, mutualisé sur la plateforme Merci à Nice. L'autre avantage, c'est que quand vous prenez en compte la demande,
le chatbot va notifier tous les collaborateurs qui ont fait cette demande en particulier. Et donc là, si on se place en tant qu'employé, on n'a plus la frustration qu'on peut avoir de temps en temps en se disant, mais où est-ce qu'elle en est ma demande? Est-ce qu'elle a été prise en compte? Dernier élément, c'est que quand vous glissez le ticket dans terminer, qu'est-ce qui va se passer? C'est que le chatbot va envoyer des questions très rapides au collaborateur pour savoir ce qu'il a pensé de l'intervention. Cette data, elle est utile. Elle va vous aider à vraiment mesurer l'engagement, la performance de vos équipes. Et c'est une data que vous pouvez utiliser pour valoriser votre travail auprès des collaborateurs, bien sûr, mais aussi auprès de la direction générale. Donc là, on vient de voir comment on fait quand on est assis à son poste de travail pour signaler des incidents. Mais vous l'avez tous déjà vécu, souvent quand on est en déplacement dans les bureaux, par exemple pour aller boire un verre d'eau ou imprimer des documents, on peut apercevoir des problèmes. Et là, le chatbot Teams, ce n'est pas forcément le plus simple, mais on a des alternatives. Une que j'apprécie beaucoup, c'est le bouton connecté. Je l'apprécie parce qu'en fait, historiquement, c'est le premier objet connecté qu'on a relié à Merci Yanis. Et il a quand même un avantage, c'est qu'aujourd'hui, c'est la façon la plus simple de signaler un incident quand on est un collaborateur. En une seconde, en un clic, j'ai pu remonter un problème auprès de l'équipe de l'environnement de travail. Et l'avantage, grâce à ce type de dispositif, c'est qu'on va mettre en lumière des problèmes qui étaient latents. Exemple concret chez Médiamétrie, il y a l'imprimante du deuxième étage qui était tout le temps en panne. Sauf que les services généraux ne le savaient pas parce que les collaborateurs, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils allaient juste au troisième étage imprimer les docs. Là, avec le bouton, ils ont pu avoir l'info et prendre la bonne décision, qui était très simple, de changer le photocopieur. Je veux juste revenir aussi sur un sujet sur le chatbot Teams, c'est qu'on a été certifié par Microsoft. Et ça, il y a un vrai intérêt, c'est que Microsoft joue le rôle de tiers de confiance. On leur a délégué toute la partie gestion des mots de passe, gestion des utilisateurs. Et ça, c'est quelque chose qui plaît beaucoup à la DSI. On sait que ce n'est pas toujours la partie la plus simple quand on lance un projet informatique de faire entrer la DSI. Ici, ils apprécient particulièrement ce type de projet, puisque quand on parle à la bonne personne, cette dernière, elle est capable de propager notre chatbot dans toute l'entreprise, elle aussi, comme pour le bouton, en un clic. Désormais, le petit dernier, le QR code, le troisième et dernier canal de communication que Merci Yanis aujourd'hui propose, pour le moment, j'ai envie de dire. Vous le connaissez, il est devenu très populaire depuis ces derniers temps avec la crise Covid. Vous l'avez retrouvé un peu partout, notamment dans vos restaurants favoris pour retrouver et consulter la carte. Ou dès à présent, on les retrouve aussi sur des publicités télévision pour pouvoir prendre des rendez-vous en scannant un QR code. Mais ces QR codes-là, principalement, vous les utilisez pour aller récupérer, collecter de l'information. Chez nous, chez Merci Yanis, ces QR codes permettent de déclarer des incidents et de faire des demandes de services auprès directement des équipes de l'environnement du travail. Chez Danone, nous avons déployé environ 500 QR codes sur le siège social, donc sur le bâtiment, dans des espaces, dans des lieux bien, bien spécifiques, pour permettre aux collaborateurs en fait, de pouvoir signaler très rapidement en 2 clics une demande directement auprès des services de l'environnement de travail. Dans ces QR codes, ils peuvent bien sûr mentionner des commentaires et également y ajouter de la photo. Je vous montre du coup au travers de ceci 2 QR codes, par exemple, que nous avons fait pour des clients, le groupe Up sur ma gauche en orange et le groupe Danone du coup sur ma droite. Ces QR codes-là, donc je mets le doigt en plein milieu parce qu'en fait, ils sont tout simplement opérationnels. Ça veut dire que si vous les scannez, vous pouvez directement remonter une demande de service auprès des équipes de l'environnement de travail de chez eux. Donc voilà, en fait, on peut vraiment venir personnaliser et améliorer cette expérience en sollicitant les collaborateurs. Du coup, initialement, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que sur ce site de Danone, il y avait déjà des QR codes. Mais ces QR codes-là étaient déployés et mis à disposition par leurs prestataires multitechniques. Alors, vous allez me dire pourquoi ils ont fait le choix de retirer ces QR codes et de mettre nos propres QR codes. En fait, c'est tout simple. C'est qu'aujourd'hui, Danone devient propriétaire des QR codes de la solution, mais aussi devient propriétaire de la data et de son exploitation. Ils ne sont plus dépendants d'un prestataire multitechnique. Et on abordera ce sujet-là sur la dernière partie avec Océane. On vous montrera comment en fait faire communiquer cette information, comment la faire l'assigner à un prestataire externe très rapidement. Et l'avantage pour le prestataire, c'est que lui, en contrepartie, il va pouvoir vraiment se focaliser sur son cœur de métier. Donc, pour synthétiser notre propos sur ces modules de déclaration d'incident, vous l'avez compris, Merci Yanis permet d'éviter en fait toutes les frictions qui existent aujourd'hui dans le parcours du collaborateur
pour simplifier toute la demande des incidents. Donc, on a vu le QR code, on a vu les boutons connectés, on a vu les chatbots. D'ailleurs, je crois qu'Alexia a mis une question dans le chat, donc n'hésitez pas à voter pour votre petit préféré. Je rajouterais aussi, par rapport à ces QR codes et ces boutons connectés, qu'ils ont un avantage, c'est de permettre aux collaborateurs de déclarer des incidents de manière anonyme. Alors, je vais donner un exemple très parlant. Il y a des incidents qui peuvent être un peu gênants à déclarer pour les collaborateurs. Un exemple tout simple, c'est une catastrophe qui vous arrive dans les WC. J'imagine que vous préférez tout de même être alerté, même si c'est une déclaration d'incident anonyme, plutôt que de ne pas recevoir l'information du tout. Voilà. Ok, justement, Coralie, on va répondre à votre question de suite. On vient de voir qu'il y a plusieurs outils qui permettent de faciliter la remontée de ces demandes directement sur Merci Yanis, mais il y a également des intégrations qui sont possibles. Lorsque tous les tickets arrivent, il faut ensuite les piloter. Et on passe par cette phase de résolution des tickets. Vous avez des équipes en interne, mais vous travaillez également avec des prestataires externes. Et là se pose la question de la communication. Souvent, vous avez des outils qui ne communiquent pas forcément entre eux. Il y a des doubles saisies, des contrôles qui sont chronophages et qui vous font perdre un temps considérable. Et justement, notre ambition, c'est aussi de créer ces connecteurs avec les outils que vous utilisez et que vos prestataires utilisent. Que ce soit des outils de ticketing, on a fait notamment des intégrations avec ServiceNow dans le cadre d'un déploiement avec la Société Générale, mais également avec des GMAO, que ce soit des GMAO en interne ou également externes comme SAM-FM, qui est notre partenaire, également leader sur le marché. Le principe est simple, tous ces tickets qui sont remontés par les outils vont directement être déversés sur cette GMAO ou cet outil de ticketing. Et c'est le choix notamment qu'a fait Zeop, notre client qui est sur l'île de la Réunion. Le chatbot Teams qu'ils utilisent a permis en fait aux occupants de créer près de 1000 tickets sur cette première année d'expérience. Et ces tickets sont directement acheminés sur leur espace SAM-FM, ce qui permet justement de pouvoir gagner du temps. Ça améliore les conditions de travail, mais le gain de temps est quand même assez important étant donné que de base, le traitement et la gestion opérationnelle d'un ticket pouvaient prendre jusqu'à 5 minutes. Et là, justement, grâce à ce routage automatique, ça permet d'économiser près de 2 semaines par an. Pour venir conclure en fait cette toute première partie, du coup on vous a présenté comment des éléments, des axes, on va dire, comment simplifier votre quotidien et optimiser votre temps. Pour résumer ça du coup, sur les 3 points, le premier, l'IoT, c'est très simple à mettre en place, c'est rapide, ça fait gagner des précieuses heures, voire des précieux jours, et d'autant plus ça va venir sécuriser votre bâtiment, donc ça va pouvoir venir vous remonter des alertes et des défaillances sur vos machines pour éviter aussi des pertes de production ou alors éviter toute intrusion et notamment les vols. Le second point, pour la partie gestion des demandes auprès des collaborateurs, on vous a présenté les chatbots sur Teams, sur Slack, les boutons connectés et les QR codes. Chacun a son choix. Vous pouvez même faire des mix. L'objectif, en fait, c'est de convenir au mieux à vos collaborateurs, mais surtout de venir améliorer et simplifier ce processus de déclaration auprès des équipes de l'environnement de travail. Et le troisième point que vient d'évoquer Océane, c'est le pilotage et la résolution. Et pour cela, en fait, soit vous gérez directement via l'interface Merci Yanis, et ça en va de suite, soit sinon, vous allez pouvoir développer, en fait, on va pouvoir du coup se connecter, aux outils externes, notamment avec des ERP, des GMAO qu'elle a pu vous présenter pour fluidifier, en fait, cette communication entre le demandeur et la personne qui est sur la partie résolution. On va aller encore plus loin, du coup, pour le confort des occupants, notamment aussi en automatisant cela avec des objets connectés. Et pour ce fait, du coup, pour aborder cette seconde partie et la dernière, du coup, c'est la donnée. Sans données fiables, il est impossible pour une direction de l'environnement de travail de prendre les bonnes décisions. La donnée, en fait, c'est le maître mot, j'ai envie de dire. Aujourd'hui, ça ne ment pas. Ça rend factuel les usages de vos collaborateurs dans les espaces, dans un bâtiment. Et c'est autour de cela, en fait, que Merci Yanis, notre interface, on va venir vous aider à prendre des décisions. Premièrement, on va venir valoriser, en fait, votre travail, mais aussi valoriser le travail de vos prestataires. Et le second point, c'est surtout qu'on va venir vous aider à prendre des décisions stratégiques pour fidéliser vos collaborateurs, mais aussi pour pouvoir attirer vos futures pépites dans vos locaux
Et second point, on va aussi vous aider à créer de nouveaux services, à prendre des décisions pour toujours améliorer en fait ce confort. Aujourd'hui, grâce à cette data, c'est que vous ne prendrez plus de décisions sur des fameux on-dit ou sur des ressentis. Aujourd'hui, vous prendrez des décisions qui sont factuelles. Et du coup, pour cela, on va vous présenter, bien entendu, 2 cas d'usage. Le premier avec Manutan et le second avec Ledger. On va commencer par Manutan. Du coup, on a équipé leurs locaux de capteurs de qualité de l'air. Ils permettent justement de venir monitorer la température, le taux d'humidité, mais également le taux de CO2. Et en fait, on vient paramétrer au préalable des seuils. Et lorsqu'ils sont atteints, le Facility Manager qui est sur place reçoit automatiquement une alerte. Ces capteurs, ils existent comme on peut le voir sur la présentation avec écran. Je vais vous les montrer un peu plus de plus près. On peut voir que le taux de CO2 est encore bon, on voit la température, le taux d'humidité, mais ces capteurs existent aussi sans écran, comme ça. Donc, du coup, on est totalement conscient que dans certains cas, ça peut devenir source d'anxiété. Par exemple, l'occupant se trouve dans une salle de réunion au 30e étage et il ne peut pas ouvrir la fenêtre pour pouvoir ventiler manuellement l'air. Justement, ce type de capteur va être plutôt une source d'anxiété et être contre-productif. D'où les 2 options que l'on propose. Dans tous les cas, en tout cas, ces capteurs vont permettre de rassurer les occupants, de rassurer votre CSE, d'avoir une traçabilité optimale et téléchargeable. Ça permet également de pouvoir prendre des décisions. Par exemple, le Manutan, ils peuvent justement voir où sont les seuils qui sont le plus souvent atteints dans certains espaces et faire des changements de structure pour pouvoir éviter ces cas-là. Par la suite, justement, ça permet également de pouvoir répondre aux nouvelles recommandations du protocole national du travail qui, justement, conseille de venir monitorer ce taux de CO2, permettant d'avoir un indicateur d'aération, permettant de savoir exactement quand est-ce qu'il est vraiment nécessaire d'aérer et, justement, de pouvoir diminuer, non pas supprimer, mais au moins diminuer les risques liés à l'ensemble des virus qui se propagent actuellement. Le second exemple de prise de décision par la donnée qu'on veut vous présenter aujourd'hui, c'est celui de Ledger. Ledger a pris la décision de passer ses bureaux en flex office. Alors, c'est peut-être le cas de certains d'entre vous, en sachant que passer au flex office, ça nécessite de maîtriser la présence de ses collaborateurs au bureau, surtout si on parle d'un vrai flex office, un flex office à 0,5 ou 0,6 par exemple. Donc, Ledger a mis en place une solution de réservation de ces espaces en flex office, qui s'appelle Desker, qu'on salue d'ailleurs. Mais il y a 2 soucis avec ce fonctionnement-là. C'est que d'une part, il peut y avoir des no-shows et d'autre part, des prises de poste sauvages. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un no-show? Tout simplement, c'est une personne qui va réserver un espace de travail sur Desker, qui ne va pas venir honorer sa réservation le lendemain, par exemple. Et à l'inverse, une prise de poste sauvage, ça serait quelqu'un qui n'a pas réservé sur Desker et qui viendrait occuper quand même un poste de travail. Donc, en fait, ces 2 facteurs-là, ça va venir créer une différence entre le taux d'occupation théorique que Ledger peut avoir sur Desker et le taux d'occupation réel. En fait, qui vraiment occupe mes bâtiments, combien de personnes occupent ces espaces de travail. Donc, la solution, ça a été de mettre en place des capteurs de mesure du taux d'occupation que j'ai juste ici, voilà, qui s'installent juste en dessous des bureaux, qu'on est venu coupler à Desker et qui permettent donc au Workplace Manager de chez Ledger, de maîtriser l'occupation réelle de leurs espaces et qui peuvent maintenant du coup prendre des décisions, dimensionner leurs espaces de travail et les transformer. En sachant tout de même que grâce à une étude de l'ARCEG, on sait que un poste de travail, ça coûte quand même 13 000 € à l'année. Donc, vous comprenez bien l'intérêt de bien maîtriser ces espaces. D'autant plus que cette donnée, elle permet aussi d'apporter de nouveaux services de propreté à l'usage, par exemple. Donc, je sais très bien que ces espaces sont utilisés aujourd'hui. Par contre, cette salle de réunion ne l'a pas été. Inutile de nettoyer les espaces qui n'ont pas été utilisés. Autre exemple de nouveaux services que vous pouvez apporter avec cette data, ça serait optimisation de la restauration collective. Je sais combien j'ai de personnes qui sont présentes sur le site le matin à 9 h. Je sais exactement combien de repas je vais avoir à préparer en cuisine.
Et on peut prendre un dernier cas concret avant de finir justement ce webinaire, c'est le cas de Ciacis Saint-Honoré, l'un de nos clients types. Ces déploiements ont permis vraiment de démontrer que lorsqu'on utilise Mercianis à un plus fort potentiel, il y a des retombées positives beaucoup plus globales qui peuvent se ressentir assez rapidement. Chez Ciacis Saint-Honoré, dans leur bâtiment, on a pu installer des capteurs de qualité de l'air, mais également des boutons connectés et des QR codes qui permettent à la fois aux agents de pouvoir tracer leurs prestations et aux occupants de pouvoir déclarer des incidents avec plus de détails, comme vous a expliqué tout à l'heure Valentin. Donc, toutes ces solutions ont permis, dans un premier temps, d'améliorer le confort et l'expérience des occupants, mais aussi de pouvoir faire évoluer leur certificat HQE, qui est passé de très bon à excellent. Et je laisse la parole à Guillaume pour vous expliquer tout ceci. Alors, la certification HQE, ça veut dire haute qualité environnementale. C'est une certification qui a pour objectif de récompenser, valoriser les bâtiments qui respectent les meilleures pratiques qui se font aujourd'hui sur le marché. Si vous connaissez déjà cette certification, vous devez savoir que historiquement, elle était basée sur 14 piliers, mais depuis quelques années, il y a un nouveau cadre qui est apparu. C'est ce que vous voyez sur votre écran. Et en fait, ce cadre, je le trouve particulièrement intéressant pour Mercianis parce qu'il permet, en tout cas nous, il nous a permis de nous rendre compte qu'on était au cœur de tout ce processus-là. Regardez, on va le parcourir rapidement ensemble. Premier sujet, c'est la qualité de vie, des lieux de vie plus sûrs et qui favorisent la santé. Et là, typiquement, ça fait écho à ce que présentait Océane tout à l'heure avec les capteurs de qualité de l'air. De petit 2, des espaces agréables à vivre, pratiques et confortables. Et là, moi, je pense de suite à ce que je vous ai présenté avec EDF, c'est en s'assurant que la clim est fonctionnelle H24, on est sûr que les espaces seront agréables à vivre. On a aussi un sujet autour de la performance énergétique, c'est le module bleu, avec l'optimisation des charges et des coûts. Et là, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, Tanguy, c'est qu'en optimisant ces mètres carrés, en les maîtrisant, vous allez pouvoir diminuer probablement aussi les loyers que vous payez. L'autre bloc, c'est le respect de l'environnement. Sujet d'actualité, et pour l'instant, on n'en a pas trop parlé d'ailleurs dans ce webinaire. Mais c'est aussi l'occasion pour nous de vous présenter nos deux nouvelles fonctionnalités. C'est la mesure de la consommation de l'eau et de l'électricité. Pourquoi? Parce qu'on a pas mal de clients qui nous ont challengé sur ce besoin avec la mise en place du décret tertiaire, donc de la loi Elan. On est en train de travailler sur ces capteurs. Si ces sujets sont importants pour vous, n'hésitez pas dans le chat à nous dire quels sont les objectifs que vous avez d'ici la fin de l'année, quels sont les livrables que vous avez à montrer. Et ça va nous aider justement à concevoir la fonctionnalité de la façon la plus adaptée à vos besoins. Pour terminer, on passe sur le module jaune qui est le management responsable, avec le pilotage du projet et une évaluation garante de l'amélioration continue. Là, finalement, ça fait écho au cœur même de Mercianis, qui est la plateforme et la data. Et grâce à notre data, qui est fiable, comme l'a dit Valentin, vous allez pouvoir améliorer continuellement vos process et délivrer la meilleure expérience possible à tous vos collaborateurs. Du coup, nous sommes sur la fin. Mais avant de laisser place à toutes vos questions, juste un petit bref laïus sur le fait que nous serons au Salon de l'environnement de travail et des achats, qui se déroule le 30, 31 et 1er juin prochain à Paris, précisément à Porte de Versailles. Donc voilà, si vous êtes dans le coin, si vous êtes de passage sur ce salon, n'hésitez pas à venir nous rendre visite pour discuter, pour échanger. On sera sur le stand N17. Du coup, voilà, avec grand plaisir, on sera déjà tous les quatre sur le stand. Avec grand plaisir, on pourra en discuter et échanger autour d'un café et d'un moment convivial. Je vois qu'Elisabeth, vous avez précisé que vous avez des objectifs sur la performance énergétique. Est-ce que c'est possible de nous en dire un peu plus? Concrètement, qu'est-ce que vous allez devoir montrer et travailler d'ici la fin de l'année? Le temps qu'Elisabeth écrive les derniers éléments. En fait, du coup, vous pouvez vous aussi écrire vos questions. Du coup, on va se laisser un petit moment maintenant pour répondre à tout ceci avec l'équipe. Et avant de répondre aussi à vos questions, un petit mot quand même pour remercier l'équipe marketing qui est en fait juste à nos côtés. Elles sont cachées, vous voyez, sur le côté, mais c'est elles vraiment qui ont préparé tout cet événement, toute l'organisation, notamment l'outil. Donc, merci pour ce travail de l'ombre qui nous a beaucoup aidé. Ah, je vois qu'Ossane, tu as marqué des points. Tu auras une petite rencontre à faire du coup au salon. On a des questions qu'on a notées, si vous voulez revenir dessus. Ah, nous, on les a pas vues les questions. Alors, il y a Sébastien Autin qui demande
au niveau de la partie sécurisation IT. Ouais. Qu'en est-il? Parce que si je peux déclarer un incident chez Danone, c'est moyen, dit-il. Alors, Par rapport au QR code. Par rapport au Ok. QR code. Oui, tu réponds peut-être, Val. Sur la partie du QR code, en fait, justement, c'est pour ça que j'ai mis mon doigt en fait sur le QR code. C'est pour éviter tout usage, on va dire, abusif. En effet, les QR codes, en fait, aujourd'hui, quand ils sont déployés dans votre bâtiment, tout collaborateur ou tout visiteur peuvent vous signaler une demande d'intervention. C'est pour ça que en fait, j'ai bien positionné mon doigt dessus, puisque on a déjà vu certaines personnes faire des usages, mais une fois que c'était sur le public, vous pouvez signaler des incidents un peu partout. Et pour préciser aussi, c'est que les QR codes, ils ont un identifiant unique. Donc, pour pouvoir, en fait, de chez vous, en fait, le QR code, c'est un lien, hein, c'est une URL. Pour pouvoir de chez vous tomber sur le bon QR code en fait de Danone, ça serait peu probable puisque le QR code il a un identifiant très long, unique, et les 500 QR codes ne se suivent pas avec les identifiants. Donc, c'est aussi un élément de sécurité qu'on a mis en place pour éviter justement que quelqu'un à distance puisse flasher nos QR codes. Autre élément pour vous répondre, c'est que Tanguy disait que c'est possible de signaler des problèmes de façon anonyme, mais en fait, il y a aussi la possibilité de se connecter. Et donc, si les règles de sécurité sont plus importantes, il y a la possibilité d'obliger le collaborateur à se connecter. Et dans ce cas-là, on diminue encore plus le risque de faux positifs, à savoir que sur les milliers de QR codes qu'on a déployés, on n'a jamais eu à noter un seul abus. Alors, on a une question de Coralie aussi. Vos outils peuvent-ils gérer les parkings type occupation? C'est une demande que EDF m'a fait il y a 2 semaines, Coralie. Aujourd'hui, on n'est pas capable de le faire. Les parkings, c'est un cas vraiment à part, assez complexe en plus, puisque souvent, c'est au sous-sol. Il y a des problématiques en termes de réseau qui peuvent apparaître. Donc, on a fait le choix d'être focus sur le bâtiment et on ira un jour sur les parkings probablement, mais pas dans les prochains mois. Je suis désolé. Autre question de Sébastien. Le système comptabilise-t-il vraiment à la personne? Et c'était concernant Desker et le capteur de présence. Ouais, en fait, le capteur, il va venir détecter une présence à partir du moment où quelqu'un s'est positionné sur un espace de travail pendant plus de 15 minutes. Donc, si c'est par exemple quelqu'un qui vient juste récupérer quelque chose dans un tiroir et qui passe la main sous le capteur involontairement, ça ne va pas déclencher un comptage. Par contre, si c'est une personne qui vient occuper l'espace pendant une matinée ou pendant quelques heures, là, on va considérer que l'espace de travail est occupé parce que il a été occupé pendant plus de 15 minutes. Voilà, j'espère que ça répond à votre question, Sébastien. D'autres questions? Il y a une question là. Ouais, Christine qui a un sujet, ok, super intéressant. On vous recontactera du coup pour en discuter, Christine. Et pour rajouter aussi une précision à ce que vient de dire Tanguy, la donnée aussi peut être anonymisée. C'est-à-dire que, prenons le cas de Ledger, le but, c'est pas d'aller fliquer les collaborateurs et de savoir si M. Durand il est assis à son poste de travail ou pas. On se sert de cette donnée vraiment au niveau macro pour prendre des mesures et optimiser ces mètres carrés, mais on n'est pas là pour aller traquer le collaborateur. Voilà. Ah, je vois Christine, c'est aussi un sujet pour vous. Et du coup, ça me permet aussi de faire un lien avec Ledger. C'est que on sait que l'IoT, ça peut être équiper tout son bâtiment de capteurs de taux d'occupation. La question du ROI peut se poser. Ledger, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils nous ont pris un nombre de capteurs, une centaine. Et ce qu'ils font, c'est qu'ils vont les déplacer tous les 3 mois pour prendre le pouls un instant T. Donc, vous voyez, il y aura moyen de faire des études justement sur le taux d'occupation sans non plus avoir à débloquer un budget de plusieurs centaines de milliers d'euros. Rassurez-vous. Christine demande si on peut remonter les demandes dans une appli interne déjà existante. Mais là, c'est le cas des intégrations justement qu'on a pu parler. On s'intègre déjà à des outils de ticketing qui sont internes, externes, des GMAO. Donc là, c'est en fonction de l'ouverture de vos API qu'il faudra voir ça. Donc, on vous recontactera par la suite pour faire une étude un peu plus approfondie. Et Sébastien demande si du coup on peut utiliser le capteur, etc. pour le restaurant, pour le comptage. Est-ce que c'est pour faire du comptage à l'entrée du restaurant ou vraiment sur les places assises dans le restaurant, Sébastien? D'accord, Christine. On vous recontacte juste après le webinaire. Comme ça, on se fixe en rendez-vous. Tu me dis si on a une réponse de Sébastien par rapport au cas d'usage, parce que c'est vrai que ça peut différer. Taux d'utilisation en installation.
Taux d'utilisation, pardon, je vérifie. Ah, parce que c'est d'accord. Je crois que. Ah, oula. Pourquoi mince. pas les- Ah, un instantané. Ok. Ouais, mais ça- Ça pourrait fonctionner en fait de la même manière que sur des bureaux, c'est-à-dire qu'il faudrait positionner le capteur mais sous les tables dans l'espace de restauration. Derrière, ça nous permettrait de savoir effectivement combien on a combien de personnes sont présentes dans le réfectoire et à quel taux le réfectoire est plein, par exemple. Oui, effectivement, ça fonctionnerait de la même manière, Sébastien. Ça nous dit que la connexion rencontre un petit problème. Est-ce que vous nous entendez ou est-ce que je clique sur le bouton rafraîchir la page? Vous ne nous voyez plus? Si, non, Ah. c'est bon. Non, c'est OK. Ok, ben on va pas toucher sur le bouton. C'est là. Sébastien a dit oui, très bien. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions ou de nous dire les outils que vous utilisez, quels sont les prochains projets que vous avez. Ça fait partie aussi de l'histoire de Merciani. Ça, c'est qu'on a créé la société il y a 3 ans quand on sortait d'études et on n'avait pas l'expertise métier que vous avez. Nous, ce qu'on sait faire, c'est de l'informatique, c'est du logiciel. Et c'est grâce à tous les échanges qu'on a avec vous au quotidien qu'on travaille sur notre vision et qu'on rajoute des nouvelles fonctionnalités. Donc, cet événement, il est aussi important pour nous aider à comprendre quels sont justement les prochains challenges et sujets que vous avez. Donc, n'hésitez pas vraiment dans les commentaires. Travaillez-vous sur d'autres types de capteurs, comme des capteurs de siège, fauteuil, de Brance-Lebrun? Capteur de siège fauteuil. Aujourd'hui, c'est peut-être regarder en fait si la personne est assise sur son siège plus que. Ouais. Aujourd'hui, on l'a pas fait. C'est que vraiment, on se sert en fait du capteur qu'on met soit sous le bureau, soit on va le mettre en fait au plafond avec une lentille différente pour mesurer dans un espace si il y a une réunion, par exemple. Comme l'a dit Océane pendant le webinaire, en fait, aujourd'hui, on a une gamme de capteurs qui répondent à certains cas d'usage. Si demain, vous avez un besoin auquel un capteur peut apporter une solution, on peut en discuter ensemble. Et c'est d'ailleurs ce qu'on fait en ce moment avec une sonde d'humidité. Voilà, il y avait un besoin chez un client de mesurer l'humidité sur des murs. On a mis en place ensemble un projet pour répondre à leur demande et faire en sorte d'intégrer le capteur à la plateforme. Donc, effectivement, si vous avez un besoin, n'hésitez pas à nous solliciter. Après, je sais que Laurence Legrand fait partie de la partie propreté. Elle travaille chez Isor. Donc, on a aussi des capteurs côté propreté, tout ce qui est capteur infrarouge de comptage et d'autres capteurs pour tout ce qui est traçabilité, pointage. Donc, on pourra en parler par la suite ou on ne sait pas si vous y rendez. Toujours dans le même sujet, Christine demande si les capteurs peuvent faire le lien avec présence, chauffage, clim et lumière. Ah, ça c'est une très bonne question. La réponse est non. Mais non aujourd'hui. J'espère qu'à notre prochain webinaire, on sera capable de vous dire oui. C'est qu'aujourd'hui, on a dû faire des choix et on s'était concentré sur la partie détection des incidents et le pilotage aujourd'hui avec l'aspect humain. Notre objectif demain, ça va être d'aller aussi se connecter à des GTB, des GTC pour pouvoir actionner finalement les éléments et vraiment rendre concret le fameux smart building, ce qu'on disait en intro. Donc, pas encore pour l'instant, mais si demain, vous avez une GTB, GTC qui est actionnable par API, ça sera quand même un critère pour commencer. C'est quelque chose qu'on pourra faire dans les prochains mois. Ensuite, il y a une question de Sacha. Est-ce que notre solution est déployable en marque blanche? Tu veux prendre le lead sur ça, Val? Ouais, bien sûr. Pas encore, pas à ce jour. Pas à ce jour, encore une fois, comme disait Guillaume, on a priorisé le développement sur des fonctionnalités qui apportent une vraie valeur ajoutée, un gain de temps au quotidien. On n'a pas encore, on va dire, développé cette partie de personnalisation de nos espaces et de créer des marques blanches. Par contre, quand on déploie des objets connectés comme ou même du QR code, on est capable de le personnaliser en mettant, ce qu'on passe par des intégrateurs ou des prestataires de propreté ou de FM, on est capable de mettre votre logo. On va laisser le nôtre, c'est aussi important en fait pour rayonner et accéder à de nouveaux clients. Et on est même capable de mettre aussi le nom du client final si besoin. Alors, nouvelle question de Coralie. Avez-vous des solutions pour les travailleurs isolés comme les PTI ou des boutons d'alerte en cas d'urgence? Ok. Alors, j'ai envie de dire, aujourd'hui, on n'a pas une solution qui a 100% protection de travailleurs isolés. Aujourd'hui, ce qu'on propose, c'est la notion de preuve de passage.
avec des boutons entrée-sortie qui permettent tout simplement aux collaborateurs de pouvoir cliquer directement quand ils arrivent et de recliquer sur le bouton de sortie une fois qu'ils ont réalisé la prestation. La seule chose, c'est que du coup, l'alerte, elle n'est pas, prenons l'exemple que la personne tombe dans l'escalier, on ne pourra pas vous remonter l'alerte que la personne est tombée en temps réel, en fait, sur une agence, par exemple. Je vous montre du coup à quoi ça ressemble, mais en fait, aujourd'hui, on fait des éléments comme ceci, entrée-sortie. Le collaborateur, une fois qu'il arrive, clique sur le bouton entrée et la même chose une fois qu'il a terminé sa prestation. En cas de non-appui sur les deux boutons, on vous remonte une alerte pour vous notifier de potentiellement en fait une anomalie sur le site ou tout simplement que la personne qui est venue faire la prestation de propreté n'est tout simplement pas venue sur l'agence en question. Mais si la question était est-ce qu'on a par exemple des semelles connectées, aujourd'hui on ne fait pas encore ce type de solution. Merci. Sébastien a une autre question. Qu'en est-il du coût, maintenance, installation, achat, location, etc. On propose deux business models différents. Il y en a un où on va vous vendre le capteur, et dans ce cas-là, il y a la garantie qui est dedans, et ensuite vous avez une redevance qui en fait permet de se connecter à la plateforme et de gérer tous les coûts que nous on a en termes d'abonnement au réseau des objets connectés. Après, il y a un deuxième business model où là, c'est un abonnement complet, c'est-à-dire que le capteur est mis en location. Et si, par exemple, le capteur tombe en panne à l'année 3, 4, 5, dans ce cas-là, ça fait partie de l'abonnement et nous, on vous le remplace, on vous en fournit un sans surcoût supplémentaire. À savoir aujourd'hui que la maintenance aujourd'hui est limitée parce que on travaille justement avec des technologies qui permettent d'avoir des capteurs qui ont de grandes durées de vie. Et nous, derrière, on a aussi mis en place des process pour s'assurer que tous les capteurs, même s'ils ne sont pas utilisés, fonctionnent. Un exemple, le non-tech, en gros, c'est le Keep Alive. C'est les boutons connectés tous les jours nous envoient un message pour nous dire qui vont bien, qui sont en vie. Et ça nous permet d'avoir la maîtrise de notre parc en France et en Europe sur vraiment tous les objets et leur fonctionnement. Pour la partie applicative, en fait, c'est pareil, c'est que on a vraiment une volonté aussi de rajouter des éléments au fil de l'eau. Donc, s'il y a des clients actuels, ils peuvent voir que tous les mois, quand ils se connectent sur la plateforme, même s'ils se connectent plus régulièrement, mais tous les mois, il y a de nouvelles fonctionnalités qu'on rajoute au fil de l'eau pour améliorer l'expérience. Et après, par contre, des fois, on va travailler sur des fonctionnalités plus importantes. Et dans ce cas-là, ça peut être en fait une nouvelle prestation commerciale. Mais en tout cas, si vous êtes abonné à un service, les prix n'ont pas vocation à augmenter au cours des prochains mois. Christine dit, vous avez bien progressé par rapport à votre premier cube. Voilà. Bon, on ne voit pas de quoi vous parler, Christine. Non, non. Mais ça fait partie de la chose aussi. Il faut bien comprendre que nous, on n'est pas constructeur de capteurs. Notre métier, c'est le logiciel. Par contre, avec ces 3 ans, on a aussi pu acquérir de l'expérience justement dans comprendre quelles sont les bonnes personnes avec qui on doit travailler. Un constructeur, maintenant, on va toujours avoir un process de test du capteur pour vous choisir, vous, des clients finaux, les meilleurs capteurs en termes de qualité-prix. Et on va regarder aussi si le constructeur il est fiable dans la relation humaine. On s'est rendu compte que c'était hyper important. S'il est capable de fournir les IoT rapidement, savoir gérer de son côté les délais, les stocks. Donc voilà, Jordan peut-être nous regarde, qui gère les opérations, a créé en fait une grille aujourd'hui où on va noter tous nos prestataires et les évaluer régulièrement pour vraiment être sûr que les personnes avec qui on bosse sont les meilleures aujourd'hui sur le marché. Est-ce que vous avez d'autres questions? Ouais, il y a des questions qui arrivent. Ok. C'est Laura. Laurence, concernant les obligations légales RSE, puis-je avoir plus d'éléments sur le sujet de la mesure de la consommation d'eau et électricité que vous avez évoqué? Quels outils? Là, justement, on est en train de travailler sur ça. C'est aussi pour ça que je suis preneur de tous vos feedbacks. L'idée de ce qui a été conçu et en train d'être développé, c'est des capteurs qui vont mesurer la consommation d'eau et d'électricité pour vous apporter cette data. Aujourd'hui, on n'ira pas plus loin en fait sur quoi faire de cette donnée, même si on a compris qu'il y a des enjeux de devoir la comparer avec un seuil de référence qui était fixé sur les années précédentes. Je suis pas sûr de répondre entièrement à votre question, mais
n'hésitez pas soit à nous en dire plus ou qu'on puisse en discuter après ce webinaire. Juste un truc qu'on sera capable de faire avec ces capteurs aussi, c'est de mesurer la donnée par rapport, quand le service sera vraiment en production, c'est de mesurer la donnée par rapport à la consommation, par exemple, des mois précédents. Et comme ça, si on voit aussi qu'il y a un écart qui est plus important, dans ce cas-là, il y aura, c'est que pour la fuite d'eau, pas pour l'eau, par exemple, il y a peut-être probablement une fuite d'eau justement dans le réseau. Et tant qu'on parle de fuite d'eau, on en profite, c'est de vous présenter aussi ce petit capteur qui, lui, pour le coup, va vraiment mesurer et détecter une fuite à un endroit précis. Exemple concret, chez EDF, on a mis ça sous des gros ballons d'eau et chez Carrefour, on a mis ça sur des toitures qui ont des toits plats et qui avaient des risques en fait, d'effondrement si l'eau commençait à s'accumuler. Vous voyez, il fonctionne comme ça, avec la petite patte. On n'a plus de questions sur le chat. Non, c'est bon, Christine nous laisse et elle attend votre appel pour une prise de rendez-vous. Ah, super. Voilà, s'il y a d'autres personnes qui ont des cas à traiter, des questions à nous poser, besoin de discuter, c'est avec grand plaisir. N'hésitez pas à prendre notre contact là, sur la dernière slide qu'on vous a présentée. Venir nous voir au Salon des Environnements du Travail et des Achats. On sera ravis de partager un café. Stand N17, oui, effectivement. Les filles nous rappellent de bien donner le stand. Bon, a priori, on sera à côté de chez Paul, donc pour les cafés, ça sera assez simple. Donc voilà, n'hésitez pas à venir en discuter avec nous, on sera ravis d'échanger. Question de Lucas Châtelain. Est-ce que vous allez mettre en place des IoT basés sur la maintenance prédictive pour anticiper les pannes des équipements? Tu vois où je vais? Tu veux y aller? Parce que c'est un grand sujet, la maintenance prédictive. Ouais. C'est un grand sujet. Aujourd'hui, aucun acteur, enfin il y a eu beaucoup de communication sur la maintenance prédictive, mais aucun acteur n'a réellement proposé de solution. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'aujourd'hui, on s'est concentré sur la gestion opérationnelle. Mais demain, le but, ça va être d'aller justement sur la maintenance prédictive et propreté d'usage. Vous voyez, c'est les deux gros sujets sur lesquels on veut aller. Et là, il y a deux éléments. Un, on va être capable de faire de la maintenance prédictive déjà avec les capteurs qu'on a installés. C'est qu'en exploitant toute la data passée, on va être capable d'identifier des patterns, donc des éléments qui arrivent de façon récurrente et potentiellement lever l'alerte quand on se rend compte que le schéma est en train de se reproduire. Et après, effectivement, nous, vu que notre cœur de métier, c'est la plateforme, si demain, il y a déjà des IoT qui embarquent un module d'intelligence, on va dire, dans le capteur, dans ce cas-là, libre à nous, si le besoin client est là, de l'intégrer à la solution et d'en exploiter la data. Pour le coup, c'est des sujets, comme disait Valentin, qui sont très complexes. On ne part pas de rien non plus, puisque, là, c'est pour parler de nous, mais Élise et moi, on a fait une école d'ingé et on a étudié pendant 2 ans au Canada, justement, de l'intelligence artificielle. Donc, c'est un sujet que maîtrise Élise et qui sera priorisé dans les prochaines années pour Merci Yanis. Il y a Laurence qui nous a dit qu'elle était en charge du pilotage et du suivi de la stratégie RSE, donc elle était intéressée. Ok, eh bien, on va reprendre contact avec vous, Laurence. Tout à fait. Eh bien, écoutez, on va laisser 10 secondes vraiment à la dernière personne qui puisse lever la main s'il y a des questions. Et sinon, on va vous laisser aller manger et terminer la semaine. En tout cas, merci à tous d'avoir participé à ce webinaire avec nous aujourd'hui. Ça a été un plaisir de pouvoir échanger ensemble et on espère vous revoir très rapidement, que ce soit par visio ou en physique, comme l'a dit Tanguy. Voilà, à très bientôt.